va nous parler de la connexion entre la séance de ce soir, qui est une séance spéciale de l'Université populaire du cinéma, et l'exposition qui est en train de se terminer à l'Ancien 116. Merci Stéphane. Donc je suis effectivement artiste associé au commissariat sur l'exposition qui a lieu encore actuellement, Décomposition d'une maison, qui s'achève prochainement le 16 décembre. Et quand on a commencé avec Céline Poulain, qui est la commissaire de l'exposition, à travailler sur ce projet, on a souhaité l'inscrire dans une certaine dynamique et aussi commencer à penser des dépendances, c'est-à-dire comment on pourrait penser des choses qui se passeraient en dehors de l'exposition et du lieu de la maison qui l'abrite, le 116 rue de Paris, et à travers d'une part un support éditorial pour lequel on avait envie d'inviter deux personnes à écrire des textes inédits, en lien évidemment avec le propos de l'exposition. Donc avec d'une part un texte de Nathalie Leleu, dont je me réjouis qu'elle soit parmi nous aussi ce soir, un texte qui s'appelle Intérieur-Extérieur et qui porte sur la postérité du décor de la maison de Psychose, et un texte d'Alice Laguarda qui s'appelle Vertige des dispositifs. Et quand on a commencé à discuter en fait de cette possibilité d'un texte, on ne savait pas encore forcément quels seraient les films qui composeraient ce texte. Donc Alice est philosophe et architecte de formation, elle enseigne l'esthétique à l'école des Beaux-Arts de Caen. Et il y a un an à peu près, l'automne dernier, elle a sorti un livre qui s'appelle Des films et des maisons, aux éditions Rouge Profond. Et c'est à partir de ce livre qu'on a échangé en vue de ce texte sur l'exposition. Entre-temps, on a commencé à mettre ces partenariats en place. On s'est rencontré avec Stéphane, on a commencé à envisager les événements qui pourraient avoir lieu ici. Et d'ailleurs, je suis très très heureux que le Méliès accueille celui-ci ce soir, qui est le deuxième événement, puisqu'il y en avait eu un pour les Journées du patrimoine. Et on avait choisi une image test pour notre petit livret d'exposition, qui était une fête, sans le savoir, nous on travaillait de notre côté, en fait, une image de tournage de The Ladies Man, Le Tombeur de ces dames, le film de ce soir. Et peu de temps après, on reçoit le texte d'Alice et on découvre qu'effectivement, c'est un des trois films sur lesquels elle a travaillé pour ce texte. Donc, je ne vous ai pas apporté de copie parce que pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition, c'est l'occasion d'y aller, de prendre ce fameux livret. Et en plus, ce qui a suivi, forcément, c'est qu'on avait évoqué ce contexte de l'unipop, et entre-temps, il y a eu la disparition de Jerry Lewis qui créait aussi un cadre supplémentaire. Donc tout ça, en fait, a fait sens et un lien supplémentaire pour la séance de ce soir. Et je peux peut-être ajouter qu'en plus de ça, il y aura un dossier spécial consacré à Jerry Lewis dans le numéro de Positif qui arrivera en février 2018. Avec un texte d'Alice, oui. Voilà, avec également un texte d'Alice. Voilà, bonsoir. Merci beaucoup à Alexis pour son invitation et à Stéphane. Je suis ravie d'être là et de pouvoir vous présenter ce film de Jerry Lewis que je trouve absolument fantastique, peut-être son chef-d'œuvre, je ne sais pas. Alors, pour en parler brièvement, donc Jerry Lewis est né en 1926, donc mort cet été. Le Tombeur de ces dames est son deuxième film en tant que réalisateur et son premier film en couleur. Et donc, je ne veux pas trop en dire sur le film, puisqu'il y a tout un travail très précis sur le décor, dont je parlerai ensuite, qui a plusieurs résonances, mais quand même donner trois repères du cinéma de Lewis qui sont aussi dans Le Tombeur de ces dames. La première chose, c'est la manière dont Jerry Lewis a inventé une typologie de personnage, qu'il interprétait lui-même, donc lui-même jouant dans tous ses films le rôle principal. En général, il a réalisé 13 films entre 1960 et 1982, je crois. Alors, c'est un personnage très intéressant, donc, qui à la fois nous dit beaucoup de choses sur l'image de la masculinité, j'en reparlerai tout à l'heure, qui est un personnage souvent d'inadapté, très nerveux, trop nerveux, voire hystérique, et Jerry Lewis va aussi en profiter pour travailler, puisque son cinéma est un cinéma burlesque, sur le corps. Donc le corps du personnage lewissien, c'est aussi un corps très particulier, acrobatique, élastique, à la fois maladroit et extrêmement adroit. Donc ça, c'est une première chose importante. La deuxième, c'est le travail sur les décors, puisque tous les films de Jerry Lewis, il y a un soin extrême sur les décors. Jerry Lewis était metteur en scène, scénariste la plupart du temps de ses films, parfois aussi producteur, et évidemment travaillait de très près sur le décor, le design, le travail sur la couleur également.
Donc, on est en général dans un univers très artificiel, avec toute une recherche sur des rapports de couleurs qui sont en gros, à mon avis, ce qu'on pourrait renvoyer au modernisme kitsch de l'Amérique des années 60, dont je vous parlerai aussi tout à l'heure, qui entre en résonance avec pas mal de choses, comme s'il y avait une espèce de décor géant qui embrassait l'Amérique de cette période-là, à la fois issu du modernisme architectural des années 40-50, mais traversé, envahi par le kitsch. Et la troisième dimension importante dans son cinéma, on va aussi retrouver dans le Tombeur de ces dames, c'est une dimension réflexive, comme on dit, c'est-à-dire comment, dans ce film et dans d'autres, Jerry Lewis, au-delà du divertissement, au-delà de la comédie, nous propose aussi, propose de réfléchir à ce que c'est que le cinéma comme art du spectacle. Donc ça, j'en reparlerai aussi tout à l'heure. Et enfin, à mon avis, le cinéma de Jerry Lewis est aussi un extraordinaire miroir à distance de cette société américaine de l'après-guerre, qui est une société du culte de l'individualisme, de la consommation, du culte de la performance, de la fascination et du goût pour le spectacle, pour la quête de la célébrité. Donc tout ça entre en résonance dans les films de Jerry Lewis, et en particulier dans Le Tombeur de ces dames, où, à travers le personnage de Herbert, le personnage principal du film, à mon avis, il y a aussi une sorte de miroir qui nous est donné, déformé, complètement détraqué, du playboy. Le playboy étant un stéréotype du masculin qui va devenir très important dans l'imaginaire de la société américaine des années 50-60. Donc ça, c'est un aspect aussi très important. Et je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant, en vous proposant de redévelopper ces éléments après le film. Et je vous souhaite une bonne projection. Voilà. Merci. Merci. Bon, alors, donc il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur ce film de Jerry Lewis. Et moi, ce que je vous propose, j'ai choisi un axe de lecture qui, justement, essaye de montrer quels peuvent être les échos de ce film par rapport à certains éléments qui sont propres à cette société américaine de l'après-guerre et des années 60. Puisque, bon, même si le film se termine, il y avait beaucoup de choses à dire sur la fin et qu'il y a cette dimension un peu mièvre et un peu naïve, il y a aussi une forte dimension parodique et satirique dans le film, et c'est plus là-dessus sur quoi je veux revenir. Donc, en fait, l'axe que j'ai choisi, c'est l'idée que dans le film de Jerry Lewis, il y a une sorte d'hystérisation, de processus d'hystérisation qui est à l'œuvre, un peu à trois niveaux. D'une part, par le personnage de Herbert, interprété par Jerry Lewis, qui, par son comportement, par l'image qu'il donne du masculin, d'une certaine façon, va complètement détraquer, perturber la vie dans la pension. Ensuite, cette vie dans la pension et cette idée de processus d'hystérisation, il est aussi lié à un personnage féminin et aux relations qui vont se nouer, bien sûr, ou pas, entre Herbert et ses personnages. Et puis, il y a une troisième chose qui est importante dans le film et qui nous fait encore aller ailleurs, c'est donc toute la dernière partie du film où il y a cette équipe de télévision qui arrive pour tourner dans la pension. Autrement dit, ce décor incroyable du Tombeur de ces dames, qui est une pension qui renvoie donc à l'idée de maison, de foyer ou d'espace domestique, il subit cet espace plusieurs déviations jusqu'à complètement se dérégler, à être totalement détraqué via ce processus d'hystérisation. Donc je vous propose d'exposer un petit peu, voilà, selon ces trois axes, comment ça se passe. Alors, j'ai choisi de montrer quelques images, des images du film, mais aussi quelques images en écho par rapport à ce dont je voudrais parler. Donc, en fait, pourquoi j'utilise ce mot d'hystérisation, c'est en référence à Jeffrey O'Brien, qui est un écrivain et journaliste américain qui a écrit en 1988 un livre qui s'intitule Dreamtime, et qui est un livre très intéressant, une espèce de chronique sur l'Amérique des années 60. Et dans cette chronique, il balaye, en fait, il passe en revue différents aspects de cette société américaine. Il explique notamment que c'est une société qui est fascinée par le glamour, qui est obsédée par le fait de faire des fêtes, des parties,
Il parle aussi de l'adolescent américain, il parle de la sexualité, il parle de la guerre. Donc voilà, il fait une espèce de portrait comme ça de l'imaginaire ou de la psyché de la société américaine de cette époque. Et dans ce livre, à un moment donné, il explique que cette Amérique des années 60, elle serait en proie à un phénomène général qu'il appelle la frivolité hystérique. Il dit, voilà, il y a une espèce de déviation ou quelque chose qui évolue dans cette société qu'on pourrait désigner par ce terme de frivolité hystérique, qui est lié donc à cette idée d'une société qui comme ça dévierait, qui deviendrait trop nerveuse, instable émotionnellement, instable sur le plan de l'imaginaire. Et il explique que beaucoup de comédies du cinéma américain de cette période seraient des exemples de cette frivolité hystérique. Il dit en particulier le burlesque, il pourrait illustrer ça. Alors il cite un film de Jerry Lewis, pas celui qu'on vient de voir, un autre, mais je pense qu'on peut aussi associer Le Tombeur de ces dames. Il cite la partie de Black Edward, je ne sais pas si vous connaissez ce film sensationnel qui se passe dans une maison aussi avec Peter Sellers. Il cite aussi Quoi de neuf Pussycat, qui est un film important, aussi une comédie complètement loufoque et délirante de cette période-là. Et il dit, dans la comédie américaine de cette période, il y a quelque chose qui a à voir avec cette frivolité hystérique. Autrement dit, derrière l'amusement, derrière ces univers complètement délirants, ces surfaces clinquantes, rutilantes, ces décors magnifiques et ces personnages, il y a peut-être une sorte d'angoisse, quelque chose qui apparaît, voilà, qui doit nous interroger. Donc ça, c'est l'idée de Geoffrey O'Brien que je me suis réappropriée, en fait, pour parler du film. Alors, justement, par rapport à cette frivolité hystérique, il se trouve que Jerry Lewis, avant d'être réalisateur, donc il a été acteur, et il a beaucoup collaboré avec un cinéaste qui s'appelait Frank Tashlin, un très grand cinéaste un peu oublié de comédie, de burlesque. Et donc Jerry Lewis faisait l'acteur pour Frank Tashlin. Il collaborait avec lui aussi parfois sur la mise en scène. Et c'est notamment le cas dans un des chefs-d'œuvre de Tashlin qui s'appelle Artiste et modèle, qui date de 1956. Et même si on n'est pas encore dans les années 60 là, à mon avis, on est déjà dans cette frivolité hystérique. Donc c'est pour ça que j'ai commencé avec quelques images montrant ça. Artiste et modèle, c'est un film dans lequel on a Jerry Lewis et Dean Martin, qui était l'acteur avec lequel il formait un duo comique à cette période-là. Dean Martin, qui était aussi chanteur, qui incarnait les crooners, les espèces de bellâtres un peu guimauves. Donc Jerry Lewis, lui, incarnant le personnage inadapté, infantile, agaçant. Donc ils forment un duo dans ce film, et ce film est une sorte de déclinaison de ce que pourrait être cette frivolité hystérique de la société américaine, qui met en scène deux personnages qui veulent réussir, qui veulent devenir des artistes. Et en fait, par les décors, par les situations, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je montre juste quelques images. Donc ça, c'est une image du générique. Et en fait, voilà, ça c'est une image qui représente bien l'esprit du film et qu'on retrouve aussi dans les films de Jerry Lewis. Par exemple, là, on a énormément de couleurs dans une même image, un décor un peu kitsch, et il y a cette idée de l'artificialité qui arrive, qui devient extrême, exubérante. Donc on a ça dans Artiste et modèle, mais on a ça quasiment dans tous les films de Jerry Lewis. Là aussi, on a un autre décor, que ce soit le décor ou la position du corps du personnage, voilà, qui aussi rend compte de cette artificialité et de cette exubérance. Là aussi. Donc dans le film, il y a tout un tas de séquences, danser, chanter, les personnages n'arrêtent pas de se déguiser, de se travestir. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera aussi dans beaucoup de films de Jerry Lewis. Et voilà, et le film se termine sur cette espèce de décor complètement délirant, voilà, de palette de peinture, où il y a cette idée toujours de couleur criarde, de quelque chose de rutilant, kitsch, voilà. Et donc en fait, dans l'idée de frivolité hystérique, il y a aussi la frivolité des situations. C'est le cas dans le film Artiste et modèle aussi, quelque chose qui se veut léger comme ça, mais qui dérape, et qui devient presque crispant. Alors, ça peut être par les décors, par les couleurs, par les comportements des personnages, par les sons aussi, évidemment.
Et il se trouve que je voulais évoquer aussi Artiste et modèle pour commencer, parce qu'en fait, dans ce film, le personnage que joue Jerry Lewis est déjà, si je puis dire, harcelé par les femmes. Et notamment par le personnage interprété par Shirley MacLaine, qui est une jeune femme toute gentille et toute naïve. Et il y a une séquence absolument incroyable dans le film où elle lui court après, elle essaye de l'attraper dans un escalier, elle chante une chanson avec une voix de casserole, donc c'est quelque chose d'assez étrange. Et donc il y a toutes les acrobaties du personnage interprété par Jerry Lewis, voilà, qui crée des effets comiques et qui montre sa peur des femmes. Hein. Donc je dirais presque déjà, là on a quelque chose qui annonce ce qui va se passer dans Le Tombeur de ces dames, c'est-à-dire comment Jerry Lewis, incarnant un certain type de personnage masculin, qui va être confronté à une espèce d'angoisse ou d'aversion ou de terreur vis-à-vis des femmes. Donc on a ça déjà dans le film Artiste et modèle. Alors, donc par rapport à ce que disait Geoffrey O'Brien dans son livre Dreamtime sur la frivolité hystérique, donc je pense que dans Le Tombeur de ces dames, il y a donc trois types de processus qui ont à voir avec cette idée d'hystérie. Quand je dis hystérie, je ne fais pas référence aux théories psychanalytiques de Freud, etc., même s'il y aurait peut-être des liens, ou certains essayent de faire des liens entre ces théories psychanalytiques et la naissance du burlesque. Bon, mais c'est pas vraiment dans ce sens-là, c'est plus dans l'idée d'un processus de déviation à partir d'un modèle, de quelque chose qui se détraque et qui se dérègle. Pour l'instant, gardons plutôt ce sens général-là. Et donc, dans le film de Jerry Lewis, il y a plusieurs manières dans laquelle se met en place ce processus d'hystérisation. Donc, hystérisation et frivolité hystérique, avec cette idée donc qu'on est dans un cadre domestique. A priori, donc une pension de jeune femme, dans laquelle arrive le personnage de Herbert. Alors, The Ladies' Man, le titre du film en anglais, je ne sais pas si on peut dire que c'est à la fois l'homme à tout faire et l'homme à femme. C'est-à-dire, voilà, il y a déjà un jeu sur l'ambiguïté du titre original, si vous voulez, sur l'identité de ce personnage de Herbert, qui est à la fois un esclave et qui pourrait aussi peut-être être un séducteur. Et donc, cet espace domestique, très vite, on comprend que rien de normal ne va se passer à l'intérieur, que tout va se détraquer, à la fois par l'incursion du personnage de Herbert, par les habitantes de la pension, et ensuite, donc, comme je le disais tout à l'heure, par l'arrivée de la télévision, l'irruption de la télévision dans cet espace. Donc, par rapport à ça, il y a cette idée donc, que tout est outré, que tout est excessif. Donc, bien sûr, ça c'est juste pour rappeler, c'est l'un des gags les plus fameux du film, avec ce chien baby dont on ne sait pas si c'est un chien ou un lion. Et donc là, on a un exemple parfait de la manière dont Lewis exacerbe la situation. Tout est outré dans ses grimaces, ses attitudes, les sons, voilà. Et ça, c'est déjà un exemple de processus d'hystérisation, c'est-à-dire cette idée que voilà, tout est complètement outrancier et amplifié par rapport à ce que serait une situation normale. À peu près aussi, au début du film, on a aussi ce gag, Herbert qui détruit les bibelots kitsch de Madame Wellen Mellon. Alors là, voilà, c'est très rapide, c'est un gag très rapide, quelques plans, et là aussi, par les gestes, les grimaces de Herbert, on a cette idée d'une frivolité hystérique, c'est-à-dire il détruit ces objets de façon involontaire, légère, et en même temps, il y a une espèce de crispation qui se met en place et qui est visible dans la séquence. Donc ça, c'était juste pour rappeler des exemples de gags parmi les plus marquants pour commencer d'illustrer cette idée. Alors, la première chose, donc, c'est cette idée que, évidemment, Jerry Lewis, par le personnage de Herbert, il présente un individu masculin pour le moins tourmenté, pour le moins perturbé, dans l'image qu'il donne de la masculinité et ses relations avec les femmes. Alors, il se trouve que, contemporain de Jerry Lewis, et donc contemporain de cette frivolité hystérique dont parle l'écrivain Geoffrey O'Brien dans son livre, il y a une figure importante dans l'Amérique des années 50-60, c'est Hugh Hefner,
qui était ce magnat de la presse qui a créé le magazine Playboy, dont le premier numéro est paru dans les années 50, qui existe toujours et qui a connu un succès plus important dans les années 50, 60, 70. Et à mon avis, il y a des rapprochements possibles avec ça, pour plusieurs raisons. Alors, en fait, bon, alors là, c'est juste une image. Évidemment, Jerry Lewis, il connaissait Hugh Hefner. Hugh Hefner, il a créé ce magazine. Il a créé aussi des chaînes de télévision. Il a créé des nightclubs. Autrement dit, il a créé tout un empire de presse, de médias, autour donc, de cette idée de diffuser une image des femmes objectivées, érotiques, via son magazine. Et il avait donc une émission de télévision, et il faisait des parties, des fêtes, donc cette frivolité hystérique que j'évoquais tout à l'heure, elle résonne peut-être aussi avec ça. Et à ces fêtes, il invitait évidemment tous les acteurs de Hollywood, les gens du show business, donc Jerry Lewis par exemple, en haut à gauche dans l'image, à participer à l'émission de télévision de Hugh Hefner. Donc évidemment, il connaissait aussi tout cet univers-là. Hugh Hefner, en fait, c'est un personnage assez intéressant parce qu'il a inventé des choses. Et c'est là que ça me semble, ça peut faire écho avec ce qui se passe dans Le Tombeur de ces dames. C'est-à-dire que Hugh Hefner, en fait, il a inventé une nouvelle figure de l'homme domestique. Une nouvelle figure de la masculinité dans les années 50-60. Puisqu'en fait, l'idée de Hugh Hefner, qu'il a diffusée dans les premiers numéros du magazine Playboy, c'était d'inventer donc la figure du Playboy, ce qui serait un nouveau modèle masculin pour la société américaine de l'après-guerre, et que cette figure du Playboy, elle serait étroitement reliée, combinée à l'architecture, à l'environnement architectural et au design. Et c'est pour cela que Hefner a imaginé que ce Playboy serait un homme d'intérieur. Et il a construit en fait tout un imaginaire en travaillant avec des architectes, en réfléchissant à des mises en scène, à des récits imaginant la vie de ce Playboy. Donc il a conçu ce modèle où finalement, un peu comme a écrit un journaliste, comme si c'était l'homme qui tout d'un coup colonisait l'espace domestique qui d'habitude était plutôt réservé ou attribué à la femme. Hein. Donc si on regarde dans l'imaginaire de la société américaine de l'après-guerre, on a tous en tête ces images dans la publicité, le cinéma, de la femme au foyer, dans sa maison, avec la jolie pelouse, la voiture garée devant, etc. Donc on associe plutôt l'espace domestique à la femme. Et l'idée de Hugh Hefner, c'est de renverser ça, de dire, ben voilà, en fait, ce Playboy, ça va être celui qui conquiert cet espace domestique. Donc là, vous avez une image de l'appartement du Playboy qui est paru dans le magazine dans les années 50, c'est-à-dire que les premiers numéros de Playboy, en fait, accordent une large part à l'architecture, hein, à l'architecture moderne. Donc il y a des dessins de l'appartement, beaucoup de choses sur le design. Alors, non seulement il s'agit de diffuser l'image de ce nouveau modèle masculin, mais ça sert aussi à faire de la publicité pour des objets de design, etc. Pour ça, je ne développe pas. Et donc, on voit que cet appartement du Playboy, donc c'est un appartement urbain, donc en fait, on a tout est immense. Il y a une immense chambre, il y a une immense salle de bain, un immense salon, et dans les couleurs, le style, on est complètement dans ce modernisme kitsch, hein, qui caractérise quand même certains aspects de cette société américaine. Donc ça, c'est un premier schéma, donc dans cette idée de l'homme d'intérieur. Et second schéma très intéressant, c'est le schéma du Playboy's Progress, donc la progression du Playboy, c'est-à-dire que dans le magazine, Hefner publie aussi un dessin qui montre quel est l'objectif du Playboy. Le Playboy, il est là pour séduire, il est là pour accumuler les conquêtes féminines. Et donc, l'organisation spatiale de son appartement, les objets de design, sont là pour créer ce que l'historienne de l'architecture Béatrice Colomina a appelé une chorégraphie de la séduction. C'est-à-dire, voilà, comment, par différentes étapes, par la configuration de l'appartement, par l'attitude du Playboy,
il va arriver petit à petit à ses fins, c'est-à-dire à amener sa conquête dans le lit, dans sa chambre. Parce que le lit, quelque chose de fondamental dans je dirais l'imaginaire inventé par Hugh Hefner, juste pour faire un petit aparté, Hugh Hefner, donc fondateur de Playboy, vivait dans son lit. Il a fait du lit, en fait, espèce le lieu, son lieu clé. En fait, il s'est mis en scène dans le magazine, dans les photos, à la télévision, dans son lit, qui était un immense lit rond, avec des caméras de vidéosurveillance, il y avait des écrans de télé partout, il était tout le temps en robe de chambre et pyjama. Donc lui-même, Hugh Hefner, il a cherché à incarner cette nouvelle image d'un homme d'intérieur domestique. Alors, ce schéma du Playboy's Progress, donc il est en 25 étapes qui doivent permettre au Playboy d'arriver à ses fins. Alors, pardon, je cherche les traductions de quelques extraits simplement. Donc, juste pour vous donner une idée, donc un feu romantique, donc les légendes du schéma. Un feu romantique crépite dans la cheminée, au-dessus de la cheminée, un tableau de nu féminin. Trouvant inopinément le rapport Kinsey sous la main, Playboy en lit un passage. Le rapport Kinsey, ça fait référence à un rapport qui avait été écrit dans les années 50 par un médecin sur la sexualité des Américains, qui a fait beaucoup de bruit dans la société américaine de ces années-là, qui montrait notamment que la sexualité n'était pas forcément celle qu'on croyait. Donc ça a créé plein de polémiques. Donc Hugh Hefner va se servir beaucoup des références au rapport Kinsey pour créer, construire le Playboy et tout ce qui l'accompagne. Ensuite, French Kiss dans le salon, French Kiss sur le balcon, French Kiss dans la cuisine. Puis, Playboy commence à diriger avec insistance son regard vers la chambre. Donc, en fait, ce schéma du Playboy, il montre que ce modèle masculin que Hugh Hefner invente, c'est l'homme de la maîtrise. C'est-à-dire, c'est l'homme qui maîtrise les étapes de la séduction, c'est l'homme qui maîtrise l'occupation de son espace, c'est l'homme qui maîtrise les codes de la séduction, du savoir-vivre et sa sexualité. Donc c'est l'homme de la maîtrise à tout point de vue. Homme d'intérieur également. Or, moi je pense que justement, le personnage de Herbert dans Le Tombeur de ces dames, il est évidemment une sorte d'anti-Playboy et qu'il dynamite complètement, il met complètement en crise ce personnage qui a été inventé par Hugh Hefner, qu'on trouve aussi au cinéma, le Playboy, le séducteur, et que lui, qui est aussi un homme d'intérieur, Herbert, voilà, c'est le domestique, il est le seul homme à l'intérieur de cet espace de la pension, qui est un espace domestique, il est l'homme à tout faire. Donc il est aussi un homme d'intérieur, il est aussi confronté à différentes présences féminines, mais c'est un personnage hystérique au caractère changeant, qui n'est pas du tout un personnage de la maîtrise. C'est pas du tout l'homme de la maîtrise. Herbert, c'est le contraire. C'est l'homme qui ne maîtrise rien du tout, ni ses relations avec les pensionnaires, ni les tâches qu'il est censé faire, ni ses déplacements dans l'espace. Donc il y a une espèce d'effet d'antithèse comme ça de ce personnage de Herbert par rapport à ce modèle du Playboy. Alors il y a beaucoup de choses à dire, je remettais ces images-là, puisque ça commence très vite. Très vite, Herbert est infantilisé par Kay, la gouvernante de la pension, c'est-à-dire que de toute façon dans le film, il n'y a quasiment jamais aucun moment où Herbert peut apparaître comme un homme adulte, séduisant, fort, conquérant, mais il est infantilisé, il est humilié, il se ridiculise, il ridiculise aussi d'autres personnages, il est à la fois agressif et doux, soumis, peureux également. C'est un personnage changeant, instable émotionnellement, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va faire d'une séquence à l'autre. Bon, je ne peux pas beaucoup développer, mais il y a aussi tout le travail de Jerry Lewis sur la voix, qu'on retrouve dans tous ses films. Il y a tout un jeu extraordinaire sur cette espèce de voix nasillarde de canard qui parfois déraille complètement, s'accélère. Parfois, il a une voix complètement différente aussi. On le voit aussi dans d'autres de ses films. Donc, finalement, Herbert, le personnage de Herbert dans Le Tombeur de ces dames, il dynamite complètement ce modèle masculin du Playboy qui est très puissant à l'époque dans l'imaginaire de la société américaine. Voilà, il n'y a pas de maîtrise, il y a une panique, une instabilité.
Et donc, bien sûr, c'est aussi la masculinité qui est tournée en ridicule. Et dans Le Tombeur de ces dames, on a aussi une autre séquence où on a ça, on a ce personnage interprété par Buddy Lester, et puis vous savez, un peu plus loin, on a aussi George Raft, ce vieil acteur qui joue les gangsters. Donc finalement, on a deux images d'une masculinité un peu vieillissante, de personnages de gangsters, mais quand même macho, enfin sur deux, donc qui incarne une masculinité des anciens temps, finalement, qui réapparaît, qui ressurgit dans le film, et paf, cette masculinité-là, elle est aussi détruite, mise en crise par Herbert. Donc c'est cette longue séquence du gag du chapeau, où ce pauvre personnage interprété par Buddy Lester donc, repart complètement détruit, en fait, avec sa fiancée, sa chérie, mais complètement détruit dans l'image, justement, du masculin, d'un homme de la maîtrise. Hein. On le voit aussi dans l'échange, le dialogue qu'il y a entre les deux personnages. Petit à petit, il perd tout contrôle, toute maîtrise, et il se liquéfie complètement, et il ne reste plus rien. Hein. Donc ça, c'est un premier processus d'hystérisation dans le film, à mon avis, voilà, par rapport à cette figure de la masculinité, de l'homme d'intérieur, dans cet espace domestique qui est complètement détraqué, déréglé, voilà, qui nous emmène complètement ailleurs. Alors, bien sûr, chez Jerry Lewis, hein, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, parce qu'en fait, tout ce travail sur l'identité qu'il y a dans ces films est considérable. Il y a toujours d'ailleurs beaucoup d'études aujourd'hui là-dessus. Alors on peut penser, je ne sais pas si vous connaissez Dr. Jerry et Mr. Love, qui est un de ces films aussi les plus fameux, les plus savoureux, où Jerry Lewis joue deux personnages, le professeur Kelp que vous voyez là, et puis Buddy Love. Et donc en fait, le professeur Kelp fait des expériences et se transforme en Buddy Love, qui est justement une sorte de stéréotype de ce que pourrait être le playboy. Et donc, le film raconte voilà, le tiraillement entre ces deux identités et comment le double sexy et playboy du professeur Kelp voilà, essaye de séduire et de conquérir tout son environnement. Et donc, bien sûr, dans Dr. Jerry et Mr. Love, on a aussi cette dimension parodique. Tout est excessif, tout est outrancier, et même le personnage de playboy Buddy Love est ridicule, enfin, est à la fois ridicule et séduisant. C'est assez intéressant dans le film, le jeu qui se fait d'un passage à l'autre, en fait, et qui fragilise toujours de nouveau cette identité masculine. Bon. Donc il y a ça. Et alors, ensuite, toujours dans cette idée d'une domesticité comme ça, qu'incarne cet espace de la pension qui serait dévié, détraqué. Bon, il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que la pension, donc c'est comme une sorte de gynécée, c'est-à-dire un lieu quasi idéal finalement, où il n'y a que des femmes qui seraient à disposition pour Herbert, qui pourraient être autant de conquêtes féminines potentielles. Et on a cette extraordinaire séquence donc de mouvement qui nous fait aussi découvrir l'architecture de la pension. Donc ça, c'est le travail de Jerry Lewis sur le décor. Il a fait construire ce décor sur 2 plateaux de studios de cinéma. Et il y a cette idée de montrer aussi que c'est un décor par ces grands mouvements de caméra réalisés à la grue qui permettent de prendre du recul et de voir l'ensemble du décor, de se promener à l'intérieur, de découvrir toutes les chambres de ces personnages féminins comme une maison de poupées géante. Donc, cette séquence, elle est très intéressante aussi. D'abord, les personnages féminins sont en pyjama ou en chemise de nuit. Et donc, on a cette idée d'une sorte d'unité d'habitation érotisée, c'est-à-dire, voilà, toutes ces jeunes femmes qui sont en chemise de nuit, qui se maquillent, qui se coiffent. Donc, ça insiste beaucoup sur une certaine image de la féminité. Donc, on a ça. On a cette idée qu'il y a une abondance de femmes aussi à disposition pour le personnage de Herbert. Cette séquence, elle pourrait aussi, bon, il y aurait tellement de choses à dire, mais on pourrait presque penser que c'est une publicité aussi, pas loin. Publicité pour un produit quelconque, un rouge à lèvres, ou je ne sais pas. Il y a aussi de ça, dans la manière dont c'est mis en scène, dont c'est filmé, dont apparaissent ces personnages. Donc, cette séquence de début,
elle montre aussi que la pension, il y a un potentiel fantasmatique énorme dans cette pension. Cette idée, encore une fois, que c'est un espace idéal dans lequel il n'y a que des femmes, Herbert est le seul homme. Donc une émanation comme ça fantasmatique du personnage où toutes les filles seraient à disposition. Alors ça peut rappeler aussi, encore une fois, l'univers de Hugh Hefner et de Playboy, puisque c'était ça aussi Playboy, les images du magazine, c'était l'homme entouré de quantités de femmes qui toutes correspondaient à des stéréotypes différents, des typologies physiques, etc. Donc il y avait aussi dans Playboy, dans l'esthétique de Playboy, l'imaginaire Playboy, l'idée de l'abondance, l'abondance des femmes, l'abondance des typologies féminines, qu'on retrouve aussi d'une autre façon dans le film de Jerry Lewis. Puisque, alors, évidemment, donc, oui, pour montrer simplement, aussi pour rappeler que, justement, dans le film de Jerry Lewis, il nous montre aussi une déclinaison de stéréotypes féminins. Alors, par exemple, il y a la fausse Marilyn Monroe, il y a la girl next door, ce qu'on appelle la girl next door. Ça, c'est une invention de Hugh Hefner, justement, à Playboy. Il y avait cette idée que bon, bah, la conquête potentielle, c'était la fille d'à côté, la girl next door. Donc, il y a aussi ça, à mon avis, dans Le Tombeur de ces dames, qui est incarné par Faye, qui est ce personnage avec lequel Herbert a comme ça une espèce de petite romance, hein, qui est à peine esquissée, qui pourrait incarner cette girl next door, peut-être. L'intello, voilà, il y en a plusieurs. Et donc il y a cette idée d'abondance, de variété des stéréotypes féminins. Mais, encore une fois, le problème, il y a de nouveau un processus de déviation, de dérèglement, qui fait que cette unité d'habitation érotisée, en fait, elle dysfonctionne complètement à cause des peurs et des fantasmes de Herbert, donc son aversion des femmes, qui nous est exposée au début du film avec ce drame terrible, cette tragédie de la découverte de sa fiancée qui le trompe avec un autre. Donc, finalement, là aussi, la pension, ce lieu fantasmatique, eh bien, il est complètement dévié et déréglé par cette peur que Herbert a des femmes et par la manière dont Jerry Lewis nous présente les personnages féminins. Donc, on peut remarquer, il y a plusieurs choses, et notamment, vous vous souvenez, il y a plusieurs séquences, plusieurs moments où les personnages féminins sont présentés en groupe, comme une espèce de horde ou de groupe menaçant, hein, qui soit empêche Herbert de quitter la pension, soit lui court après, et surtout apparaît ou disparaît de façon assez surprenante. Et donc ça crée une espèce de panique, hein, de tension chez le personnage qui peut être assailli à tout moment par cette horde de femmes. Donc ça, c'est un premier effet que Jerry Lewis utilise et qui déclenche des situations comiques. Donc, juste pour rappeler un petit peu. Et donc, situation comique et panique et une espèce d'hystérie aussi visible sur le visage de Herbert, toutes ces grimaces, tous ces cris qu'il pousse, qu'il appelle sa mère. Jusqu'à cet effet comique, donc, où il se démultiplie en 4 dans la pension, une fois qu'il a découvert qu'il était dans cette pension jeune fille. Alors, ça serait quelque chose aussi que je ne peux pas développer, pardon, mais qu'il y a évidemment beaucoup de liens dans le cinéma de Jerry Lewis avec le dessin animé et le cartoon. Tout d'un coup, comme ça, on a des moments où, par le son, par les mouvements, par les effets, voilà, on tombe directement, on bascule directement dans l'univers du dessin animé, comme dans cette courte séquence-là. La panique. Alors, cette unité d'habitation érotisée, hein, pour reprendre la formule toujours de cette historienne de l'architecture, Beatrice Colomina, qui est une américaine qui a beaucoup travaillé sur Playboy, en fait, et qui a publié plusieurs livres sur le sujet, elle est déviée par les différentes typologies de personnages féminins, à commencer par Kay, et puis Madame Wellen-Mellon, qui incarne, on pourrait dire, d'une certaine façon, les surmois, hein, c'est-à-dire les mères, les figures d'autorité, qui terrifie Herbert, hein. En même temps qu'il le rassure parce qu'apparemment pour lui elles n'ont pas de potentiel érotique, mais en même temps qu'il le terrifie parce qu'elles sont des images de la mère. Donc on a quelques plans, hein, dans le film très précis qui montrent ça, en fait, qui montrent ce que ces personnages représentent, notamment celui-là, si vous vous souvenez,
au début, toujours dans cette grande séquence où on découvre les chambres des jeunes femmes. Tout d'un coup, on a Kay qui arrive là, qui n'est pas habillée non plus, et par la musique, si vous vous souvenez, c'est une séquence où il n'y a pas de dialogue, juste un morceau de musique, et le son épouse les pas lourds de Kay, tandis qu'au premier plan, une jambe, glamour, une jeune femme est présentée. Hein, donc, voilà, pour bien insister sur cette idée, une espèce de surmoi incarné et d'image de la femme repoussante pour Herbert. Madame Whelan-Mellon, qui est interprétée par une actrice qui était une chanteuse d'opéra, d'où ses incursions à certains moments du chant. Et donc, bien sûr, Herbert, qui fait des bêtises et qui désacralise l'image de la mère, qui peut être représentée par ce tableau. Ensuite, dans cette idée d'une unité d'habitation érotisée mais déviée, donc dans cette typologie de personnages féminins, on s'aperçoit qu'ils sont tous illuminés, loufoques, fous, hystériques, névrosés, etc. Donc là aussi, ça déclenche toujours la panique, la peur chez Jerry Lewis. Donc cette séquence aussi où il se fait gifler plusieurs fois, donc cette idée de l'humiliation permanente de ce personnage masculin. Jusqu'à la fameuse séquence de Miss Cartilage, qui est très importante aussi dans le film, où, comment dire, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire, mais Miss Cartilage, donc elle incarne aussi cette idée de, disons, la libido refoulée du personnage de Herbert dans cette pension, avec cette chambre interdite, dont il faudrait arriver à franchir le seuil. Et donc quand Herbert le fait, on a ce personnage féminin qui donc se présente comme une chauve-souris, qui est le visage livide, tout de noir vêtu, qui semble avoir un fouet avec elle aussi, et qui ne parle pas, hein, qui émet juste des sons étranges. Donc une créature à la fois humaine et inhumaine, qui évoque à la fois une vente, une femme fatale, un prédateur, et qui elle aussi donc incarne une forme d'érotisme, mais d'érotisme dangereux, inquiétant, hein, à la fois avec le fouet, à la fois par le fait qu'elle ne prononce pas de parole. Alors après, il y a toute la séquence de la danse que je ne peux pas développer, qui nous emmène aussi sur d'autres significations du film, mais ça c'est, voilà, Miss Cartilage, c'est la troisième typologie de personnage féminin dans le film, qui montre que si la pension est bien ce lieu domestique qui a un potentiel d'érotisation, eh bien cette érotisation elle est déviée, détraquée, ça ne fonctionne pas, et ça augmente toujours plus la panique du personnage de Herbert. Et enfin, alors oui, il y a aussi des différents plans, différentes scènes qui, par le travail de Jerry Lewis sur le corps de son personnage, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ses attitudes. Par exemple, vous avez remarqué, il a tout le temps le derrière légèrement en arrière, toujours hyper cambré, souvent les genoux en dedans. Donc vraiment toute cette idée du travail sur un corps qui est un corps très étrange, qui n'est pas un corps standard du tout, mais un corps qui peut se déformer, qui paraît parfois puissant, parfois complètement soumis, fragile. Donc, et puis aussi, alors il y aurait beaucoup de choses à dire, ça c'est pareil, je ne peux pas développer, sur comment l'acteur Jerry Lewis, et donc le personnage, passe d'une identité à une autre, parce que aussi bien, parfois, rien que par les mouvements du corps, les gestes, il va justement donner l'impression d'être dans une forme de masculinité séduisante, dominante, mais aussi bien l'instant d'après, on aura l'impression d'avoir un enfant face à nous, et il joue, il faut le dire aussi, il joue beaucoup de gestes efféminés, hein, donc toute cette dimension-là aussi chez Jerry Lewis est considérable, mais pardon, je ne peux pas, hein, peut-être on pourra en parler après si vous voulez. Et donc on a aussi ces moments où, voilà, dans les situations, il y a cette panique qui est figurée par ces moments. Et donc, le troisième phénomène qui accompagne cette idée d'une forme d'hystérisation qui s'empare de l'espace de la pension, c'est celui qui fait fusionner l'espace domestique avec
l'espace du spectacle. Alors ça, c'est aussi une grande thématique qu'on retrouve dans les films de Jerry Lewis, cette idée du film dans le film, ou voilà, le spectacle qui est présent dans une histoire. Donc l'incursion de cette équipe de tournage de télévision qui vient consacrer un reportage à Madame Wayland Mellon, et donc toute cette séquence aussi où on a de nouveau un chaos qui se crée et de nouveau l'espace qui est transformé. Puisque cette idée du spectacle, elle est là quasiment tout le temps, mais vous vous souvenez, quand il y a le personnage de George Raft, la pension se transforme en scène de danse, hein, dans le noir, et on voit Jerry Lewis qui danse avec George Raft. Donc il y a vraiment cette idée, voilà, d'une scène, hein, de quelque chose qui fonctionne comme une scène et qui peut se métamorphoser selon les situations au fur et à mesure du film, jusqu'à ce point culminant de l'arrivée de l'équipe de tournage, avec cette idée aussi donc que finalement ce monde de la télévision, il est tout aussi hystérique lui-même, chaotique, anarchique, hein, c'est ce que montre cette séquence. Et ça, c'est intéressant aussi parce que, justement, pour renvoyer encore à Hugh Hefner et à Playboy, Hugh Hefner, si on a beaucoup parlé de lui, c'est aussi parce qu'il a inventé, en quelque sorte, il a été visionnaire, c'est-à-dire qu'il mélangeait publicité, activités de presse, il avait des nightclubs, il organisait des fêtes, mais il avait aussi une télévision. Et donc, c'est aussi un homme de cette époque, de l'Amérique de l'après-guerre, qui en fait rêvait d'une espèce de monde total dans lequel l'architecture serait accompagnée d'écrans, de caméras, de vidéosurveillance, etc. C'est-à-dire, il rêvait, Hugh Hefner, d'un monde domestique qui serait envahi par la technologie, hein, qui serait la technologie de son temps et du futur. Donc, dans ce sens-là, il y a aussi un écho possible avec le film de Jerry Lewis, et puis aussi parce que c'est la pleine époque où la télévision est arrivée aux États-Unis et a conquis du public. Donc, il y a un effet de mise en abîme aussi là qui est intéressant, qui de nouveau déforme l'espace en fait. Et bien sûr, il y a de nouveau un processus de quelque chose qui déraille, quelque chose qui se détraque, pardon, puisque le personnage de Herbert, qui est pris dans ce tournage, finalement, d'une certaine façon, va voler la vedette à Madame Wayland Mellon. C'est-à-dire, c'est aussi un personnage, évidemment, qui veut être aimé, qui veut être admiré, qui est égocentrique, et donc, il réussit par différents moments à, avec ce gap du bouton, à aussi prendre la vedette et à devenir le centre. Donc finalement, il y a cette idée que le personnage de Herbert, il incarne une sorte d'irrationnel, quelque chose d'excessif, quelque chose de débordant, d'incontrôlable, qui presque dynamite cet espace domestique représenté par cette pension, par ce décor, jusqu'à donc cette séquence avec l'équipe de tournage et cette idée que la télévision, donc le monde du spectacle, pénètre aussi cet espace domestique et l'envahit et le transforme en espace de spectacle total. Et donc, pour revenir à cette idée de frivolité hystérique, il y a plein de signes, en fait, qui la montrent dans le film, sans arrêt, sans arrêt. Et ne serait-ce qu'au début, hein, un des premiers plans du film, l'histoire du personnage de Herbert, qui vient de cette petite ville Milltown, on a ce plan, hein, si vous vous souvenez, où donc on voit cette main tremblante qui écrit le nombre des habitants sur ce panneau. Donc voilà, il y a cette idée d'une espèce de, si vous voulez, de frénésie, d'hystérie, de nervosité qui est là tout le temps finalement. Et que ce personnage emmène avec lui à l'intérieur de la pension étant elle-même un lieu complètement pris dans ce même processus. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que ce film, donc c'est pas simplement une comédie légère, un peu naïve, mais que en fait, par le choix du décor, le traitement du décor, le caractère de ce personnage de Herbert, ses comportements, en fait, ça fait vraiment écho
plein d'éléments qui structurent la société américaine de cette époque. Et il ne faut pas oublier que le style burlesque, voilà, ça veut dire que c'est aussi une dimension satirique possible. Et sans nul doute, voilà, dans ce film, comme dans beaucoup d'autres films de Jerry Lewis, il y a cet arrière-fond, voilà, cet écho avec certains phénomènes de cette société américaine. Alors là, je ne sais pas trop où j'en suis au niveau du temps, si j'ai encore le temps de dire 2-3 choses ou pas trop, ou si je suis allée trop vite. J'espère que non. Sur cette idée du personnage de Herbert, il y a plein de petits signes. Encore un autre, par exemple son nom, hein, Herbert Hebert. Déjà là, tout nous est donné, c'est-à-dire que dans la répétition du prénom et l'explication qu'il en donne, c'est pareil. Il y a déjà un indice de quelque chose évidemment qui dysfonctionne, qui est dans l'excès, qui est dans l'outrance, qui est dans une forme d'amplification qui va avec le genre burlesque, hein, mais qui explique aussi tout ce qui va se passer finalement dans le film. Bon, après, il y a tellement de choses, mais sur cette idée de l'instabilité, si vous voulez. Dans la plupart des films de Jerry Lewis, on retrouve un peu ce schéma-là. C'est-à-dire les personnages qu'incarne Jerry Lewis dans ses propres films, puisque c'est quasiment tout le temps le cas, et en général ce sont les héros des films, ils sont toujours touchés par un principe d'instabilité. Instabilité émotionnelle, instabilité identitaire. Dans Le Tombeur de ces dames, ça prend plusieurs formes, comme on l'a compris. Dès le générique, on a aussi ça. Alors ça renvoie plus au goût traditionnel du déguisement et du travestissement chez Jerry Lewis. Alors, la plupart de ses films, ou même quand il jouait dans les films de Frank Cashlin que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a ce travail sur le travestissement. Donc là, c'est ce livret qui est feuilleté, bien sûr. Et puis il y a L'extraordinaire mère de Herbert, qu'on ne voit que très brièvement, mais qu'on n'oublie pas, interprété par Jerry Lewis lui-même. Hein. Donc ça, il est très coutumier de ce type de travestissement. Donc là, il y aurait beaucoup aussi à dire, à développer sur ce jeu permanent, hein, de personnages multiples. Vous savez, dans certains de ces films, Jerry Lewis interprète entre 5 à 6 personnages, par exemple 5 à 6 rôles différents. Hein. Et même, on a bien compris que quand il interprète un seul personnage, il est multiple aussi. Donc voilà, cette idée de variation identitaire permanente qu'on retrouve dans plein d'autres films. Bon, ça, c'était juste pour montrer aussi, par exemple, dans Jerry souffre-douleur, qui est une autre comédie de Jerry Lewis, où là, c'est carrément 3 personnages de choristes. Dans Les Tontons farceurs, il joue 6 rôles, si je ne me trompe pas. Donc, il s'amuse à se déguiser en différents stéréotypes. Hein. Le gangster, le personnage un peu idiot, le mondain. Il y a un personnage de clown aussi. Et dans Dr. Jerry et Mr. Love, il se représente aussi en bébé à un moment. Donc ça, c'est juste pour montrer très rapidement, mais voilà, comment tout ce travail sur le travestissement, le déguisement aussi est très important, et fabrique aussi, encore une fois, une forme évidemment, de débordement, de quelque chose d'excessif, d'hystérique, voilà, qui vient contaminer aussi la rationalité du récit ou de certaines situations très vite. On peut dire que dans Le Tombeur de ces dames, il y a 2 formes d'instabilité et de plasticité, donc à la fois celle qu'incarne le personnage de Herbert, plasticité corporelle, émotionnelle, à laquelle répond la plasticité de l'espace de la pension, hein, donc le fait que la pension change de fonction au fur et à mesure du film, donc comme si cet espace, il pouvait sans arrêt s'enrichir, s'augmenter, d'autres types d'espaces, devenir autre chose que ce qu'il est, c'est-à-dire cette pension pour jeunes femmes un peu poussiéreuse. Et voilà, il devient une scène de théâtre, une scène de danse, un plateau de tournage de télévision et de cinéma. Donc il y a un accord entre les deux. Et juste pour terminer, je pense qu'au-delà de tout ça, il y a une chose qui me semble très forte et très belle dans le cinéma de Jerry Lewis, c'est une idée de contradiction. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui était à la fois réalisateur, scénariste, acteur, producteur. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, dans ses films, il jouait tout le temps, et en général le premier rôle. Et il y a un critique de cinéma américain qui s'appelle Jonathan Rosenbaum, qui a écrit un très beau texte qui s'appelle « La contradiction Lewis », dans lequel il essaye d'analyser finalement qu'est-ce qui ferait la particularité de Jerry Lewis
par rapport à d'autres burlesques, hein, d'autres grands représentants de ce cinéma burlesque, je ne sais pas, comme Tati, Chaplin et d'autres. Et il dit que chez Jerry Lewis, il y a quelque chose de très particulier, qui moi me semble vraiment très fort, c'est qu'on est dans une contradiction permanente entre le talent, la maîtrise extraordinaire que Jerry Lewis montre en tant que metteur en scène, comme on l'a vu là, enfin, vous voyez comme les choses, vous imaginez comme les choses sont extrêmement préparées, pensées, contrôlées, dans les compositions des plans, les cadrages, le déroulement des gags, la gestuelle, etc. Donc c'est assez impressionnant. Donc, cette force, cette maîtrise technique de la mise en scène, et en même temps qui est complètement en contradiction avec les personnages que Jerry Lewis incarne, qui sont, eux, donc, comme je le disais tout à l'heure, des êtres inadaptés, instables, voilà, complètement nerveux, émotionnellement voilà, instables sans arrêt. Donc voilà, donc Jonathan Rosenbaum dit qu'il y a une contradiction là qui fait tout l'intérêt aussi de l'univers de Jerry Lewis. Il y a une tension permanente entre les deux qui pourrait, enfin, sur laquelle on pourrait pas mal discuter et réfléchir. Voilà, bah, je m'arrête là. J'espère que les choses que j'ai évoquées vous ont semblé claires et vous permettent de regarder le film de façon un peu différente. Peut-être que vous avez des questions, envie de réagir, de rebondir sur différentes choses. Si vous avez encore le... Et merci pour votre attention. Moi, je glisse juste une question, parce que c'est un sujet de fascination permanente. C'est que parmi les particularités de Lewis, il y a le fait que les récits sont construits de façon très étrange quand même. Peut-être plus qu'aucun autre burlesque, Tati inclus. C'est-à-dire que ça se finit pas vraiment, il y a plein de choses suspendues. On change de sujet au milieu d'un plan. Par exemple, l'arrivée de la télé dans ce film, c'est-à-dire la discussion sur le canapé pour nous annoncer l'arrivée de la télé, est hautement improbable. Personne n'aurait mis en place cette séquence comme ça. La conversation a déjà commencé. On nous dit « Ah, au fait, j'ai oublié de vous présenter mon assistante. » Enfin, comme si on était toujours à contre-temps. Mais même la fin du film est très déconcertante, et pour le coup, ça vient aussi de son tout premier film qu'il affichait lui comme étant « on avait oublié de faire un récit ». Donc je veux bien vous interroger là-dessus, sur cette étrange, je ne sais pas comment dire ça, mais instabilité du récit, et son refus de jouer le jeu, pour le coup, d'une construction plus traditionnelle et efficace, en apparence, par rapport au canon du récit traditionnel. Oui, complètement, c'est très juste. Alors, surtout dans Le Tombeur de ces dames, où en effet, on est sans arrêt, moi je trouve, désarçonné. Et puis même après, il y a une petite baisse de rythme aussi, je trouve, dans la deuxième partie du film en plus. Au début, je trouve, on rit beaucoup, il y a plein de gars qui s'enchaînent, qui sont assez désopilants et irrésistibles. Puis après, il y a des moments aussi où on s'ennuie pas, moi je trouve, parce que c'est formidable, mais moments plus lents, plus difficiles. Et bah, moi, je pense que ça peut s'inscrire dans cette question d'instabilité et d'une tension qui existerait en fait entre finalement une manière dont Jerry Lewis viendrait aussi déconstruire ou détruire l'enchaînement logique ou l'efficacité attendue d'un récit par des digressions, par des moments de creux, par des bifurcations. Peut-être qu'il créerait une espèce de tension avec la maîtrise de la mise en scène et cette espèce de force qu'elle a, je ne sais pas. En tout cas, ça dépend aussi des films, me semble-t-il. Parce que il me semble qu'il y a aussi des films, moi je n'ai pas vu tous les films de Jerry Lewis, mais il me semble qu'il y a aussi des films où le récit et la construction est plus linéaire. Par exemple, Dr. Jerry et Mr. Love, le scénario est plus simple et puis finalement il suit un développement assez logique. Bon, il y a des bifurcations, mais elles sont beaucoup moins fortes. Jerry Souffre-Douleur, me semble, même si c'est très, comment dire, loufoque, suit aussi un déroulement assez linéaire. Donc après, ça dépend peut-être aussi des œuvres. Mais là, c'est vrai que c'est particulièrement flagrant. Alors peut-être, je ne sais pas si je suis un peu ce que j'évoquais par rapport à la société américaine de l'après-guerre et justement les modèles les standards, les stéréotypes qu'elle a produits. Peut-être que de couper le récit de cette façon-là, d'en détruire la continuité logique ou une forme de cohérence ou de rationalité, ben peut-être que ça parle aussi de ça. Peut-être que c'est aussi une espèce de manière de
de se moquer de cette espèce de surface rutilante produite par cette société américaine, des magazines, de la publicité, d'une certaine forme de cinéma, en la rendant incohérente, en la perturbant. Non, je prononce juste en deux remarques, mais je pense à voix haute. Mais parce que moi, je n'avais pas revu ce film depuis longtemps avant de le revoir cet été, et j'étais convaincu que la scène de la télé était vraiment la dernière partie du film. Et en fait, non, c'est pas la dernière partie. Alors que dans une logique de progression dramatique normale, ça devrait être le point d'orgue, l'acmé, tout ça. Or, la scène de la salle interdite, elle est après la visite de la télé. Et elle est évidemment beaucoup plus intime, fragile. Et donc, d'emblée, elle revendique le fait qu'il n'y a pas un crescendo constant et qu'on ne suit pas l'ordre habituel de la destruction du décor tel qu'on peut le voir dans la partie, par exemple. Or, cette scène-là, elle raconte quand même aussi l'idée qu'on abat les frontières, qu'on les fait apparaître ou disparaître, que tout à coup, il suffit d'un panneau de recadrage pour que l'espace change et qu'on tombe sur un mur ou au contraire sur une perspective ouverte. Voilà. Et donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue là, un geste d'affirmation contre les convenances, les règles, et qui effectivement bouscule y compris nos habitudes spectatorielles, et c'est sans doute un des endroits où Jerry Lewis reste les plus modernes et les plus audacieux aujourd'hui. Moi, juste, je pense, j'ai une petite interprétation par rapport à ça. C'est peut-être que finalement Miss Cartilage et le lion aussi à la fin, parce qu'à la fin c'est le lion qui apparaît, c'est pas le chien. Peut-être on pourrait aussi considérer que, moi j'ai l'impression que c'est un peu comme s'il y avait une victoire de l'imaginaire finalement qui nous était présentée, une victoire de l'imaginaire sur ce monde plus prosaïque et chaotique de la télévision. Parce que Miss Cartilage, la chambre interdite, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur le potentiel érotique ou la libido refoulée, ou etc. Mais c'est aussi l'imaginaire pur, puisque, bon, parfois on compare comme cette séquence qui fait référence qui est comme une scène de comédie musicale. Tout d'un coup, on est dans un espace de liberté qui correspond aussi à une certaine histoire du cinéma américain, qui est vraiment l'imaginaire roi, l'imaginaire pur. Et le lion, c'est aussi un petit peu ça, finalement. C'est que c'est le triomphe de l'imaginaire sur autre chose. Donc je me dis que voilà, le lien, il est peut-être là. Il y a madame aussi qui... Je me permets. Je vous en prie. Je suis un peu étonnée du titre français, Le tombeur de ces dames. Parce que je trouve que dans le film, même si à la fin elles expriment un certain attachement, il est plutôt utilisé qu'autre chose par ces dames. Vous avez dit quel était le titre anglais, mais je l'ai un peu oublié. Oui. Le titre anglais, c'est The Ladies Man. Et alors, soit c'est l'homme à tout faire, ou l'homme à femme, justement. Donc, d'où le tombeur de ces dames, qui serait une espèce de déviation de l'homme à femme, mais qui, du coup, n'a pas l'ambiguïté du titre original, en effet. Ouais. Mais monsieur... bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier pour tous vos développements qui m'ont fait voir le film effectivement différemment. Alors, ce n'est pas des questions, mais plutôt des commentaires par rapport à tout ce que vous avez dit. De manière surprenante, j'ai fait une relation entre le film que je viens de voir, le fait que vous ayez dit que c'était très contrôlé, qu'en même temps c'était plein de bifurcations et de déviations et de surenchérissement, avec le film de Kubrick, et je suis en train de lire une analyse sur Shining, où effectivement on place Kubrick comme un maître ordonnateur, comme un contrôleur de l'ensemble de la production. Et je me disais qu'en fait, je l'ai trouvé quand même très violent, ce film de Jerry Lewis. Il y a beaucoup de tensions, d'émotions dures, et je fais de plus en plus de ponts entre ces deux réalisateurs, alors qu'il y a 2 minutes, je ne l'aurais jamais fait. Merci. Merci à vous. Mais oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Je pense que justement, peut-être l'idée d'hystérie, elle pourrait faire un lien entre les deux. Parce que Kubrick, s'il y a une maîtrise, c'est un grand cinéaste de l'espace aussi, de la géométrie. Et justement, chez Kubrick, moi, c'est très angoissant. Ne serait-ce qu'un plan sur un espace, moi j'ai peur. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une telle obsession chez Kubrick de la symétrie, du contrôle aussi. En effet, comme chez Jerry Lewis, que c'est terrifiant. Alors chez Jerry Lewis, ça passe par le burlesque,
Et chez Kubrick, plutôt le genre fantastique ou horrifique. Mais en effet, je pense que, à mon avis, voilà, ça peut peut-être passer par cette idée d'une forme d'hystérisation par un contrôle ou une perfection trop forte, d'une certaine façon. Au bout d'un moment, elle devient angoissante. Ça s'appelle une espèce de transition, parce qu'a priori, la prochaine université populaire devrait porter sur le baiser du tueur, accompagné par Michel Simon. Ah ben voilà, super. Merci beaucoup, Alice Laguarda. Merci à vous. Merci.